مساء الخير. سارق الأرواح هو تقمص أجمل الأدوار على الشاشة الكبيرة، عاشها وأعاد إحيائها، من سيرانو دو بيرجراك إلى كريستوف كولومبوس، مرورا بجان دو فلوريت، دانتون، بالزاك، نابليون وكون دو مونte كريستو، من دون أن ننسى أوبيليكس، أسطورة القصص المصورة. عملاق السينما الفرنسية منذ ما يقارب 3 عقود، يختزن الإحساس والشغف والسحر، يعشق الحياة ويلتهمها بشهية واضحة. فصول حياته صاخبة تتأرجح بين قصص الحب العنيفة والصداقات المثيرة للجدل والأبوة الفاشلة. ألتقيه الليلة في قلب العاصمة الفرنسية، محاولا إدراك ما وراء وجوه من لبس أكثر من 160 وجها سلبت إعجابنا وقمة أحاسيسنا. Gérard Depardieu, bonsoir, et merci d'être avec nous. Vous avez connu un grand chelem cinématographique. Dites-moi, estimez-vous vénard et chanceux? Non, je pense que c'est une chose qui m'est venue comme ça, malgré moi. J'ai, je pense, énormément de chance parce que j'étais pas destiné finalement à faire ça. Je l'ai fait uniquement parce que j'avais perdu la parole, que j'ai retrouvé une communication à travers cette parole que j'avais perdue par hyper-émotivité. Et donc je suis allé d'abord au théâtre, et ensuite le cinéma est venu me prendre, et j'ai rencontré des milliers et des milliers de gens à l'occasion de ce métier. Et plus encore, ce métier m'a fait découvrir tout ce que pouvait avoir de bon, ce qui pouvait avoir de bon chez l'autre, chez l'être humain. Et j'ai pu développer finalement à peu près les 5 sens pour essayer de communiquer avec tous les gens. Voilà. C'est ce qui m'importe le plus, tous les gens de toute race, de toute langue, d'essayer de comprendre et surtout de regarder et de rentrer, de pénétrer la culture de tout le monde. Et ça m'intéresse. Votre talent, il est fascinant, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il a servi de cadeau aux réalisateurs qui vous ont naturellement dirigé, ou bien c'est la vision ou le talent de ces derniers-là qui ont abouti à cette multitude, à cette générosité de rôle que vous avez incarné au cinéma? Non, je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de la force de vie que j'étais tout jeune, depuis tout jeune, parce que quand on est tellement émotif qu'on n'arrive plus à parler. Et moi, j'ai eu la chance, finalement, d'avoir des parents qui m'ont laissé en paix, où j'étais dehors très jeune. Donc, j'ai vu la vie, y compris les dangers de la vie. Ceux qui m'ont appris la vie, c'est la vie. Je ne sais pas une éducation de père et de mère. Mon père et ma mère étaient libres. Ils m'ont donné cette liberté, mais c'est la vie qui a fait en sorte que je me suis dirigé par instinct vers des choses que je pensais bien. C'était la bonne école. C'était la bonne école. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui ont été extrêmement influents, que ce soit Jean-Laurent Cochet au théâtre, Claude Régis au théâtre, et ensuite des metteurs en scène comme Bertrand Blier, comme Marguerite Duras, ça c'était des littéraires, comme Bertolucci, comme le cinéma italien, comme après les cinémas américains, puis les personnages aussi, comme Vaida. Quand on a fait Danton, c'était quand même le moment où les chars russes rentraient en Pologne. Moi, je suis parti à ce moment-là. On a ramené tous les gens de Pologne en France. Finalement, on a changé toute la logistique qui devait se faire. Danton devait se faire en Pologne. Et nous, on l'a ramené en France. Donc, ce qui fait que, avec moi, en même temps, ce qui fait que j'ai toujours été confronté, malgré moi, à des espèces d'urgences dans le cinéma, qui va très bien pour la création. Et donc, je pense que les deux, que ce soit les metteurs en scène, les acteurs, les gens que j'ai rencontrés lors de tous ces tournages, y compris des gens politiques, même si je ne suis pas politique, je ne fais pas de politique, j'ai toujours été amené à rencontrer des gens où, comme quand j'étais enfant dans la rue, il fallait écouter et il fallait survivre. Voilà. Donc je pense que c'est les deux, c'est les réalisateurs, ce qu'ils développaient comme film, et puis comment je suis rentré dedans. Je pense que c'est l'avantage d'être vivant et d'avoir, comment dire, de ne pas forcément
n'être qu'un acteur. C'est simplement quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. Justement, à votre avis, qu'est-ce qui reste dans la mémoire collective? Est-ce l'acteur ou le rôle qu'il incarne? Je pense que c'est... je pense que dans la mémoire collective, ce qui reste, c'est une abondance de vie. Et puis quelqu'un qui a beaucoup de facettes, qui peut jouer beaucoup de choses, mais qui est au-dessus de tout, qui est un être qui respecte les autres et qui vit véritablement. Alors il y a des gens qui, pour se sécuriser, regardent que l'acteur, et puis il y en a d'autres qui voient que ce n'est pas simplement un acteur. Je suis un ambassadeur formidable à travers le monde, pour la cuisine française, pour le bien-être, je dirais, je suis curieux de tout. J'adore, quand je vais au Liban, par exemple, regarder ce qu'ils mangent, l'hospitalité libanaise, qui est une hospitalité sans nul autre pareil. Il n'y a pas de... Quand on va dans une famille libanaise, quelle qu'elle soit, c'est quand même un sens extraordinaire du raffinement, de la cuisine, chacun donne... C'est là où j'ai mangé les meilleurs, peut-être les meilleurs desserts, les meilleurs plats. Il y a des choses, il y a une telle richesse, il y a une telle hospitalité. On trouve ça en Italie, on trouve ça au Liban, on trouve peut-être en France aussi, chez certains, mais c'est très rare, très rare. J'ai trouvé ça aussi en Mauritanie, dans le désert, en plein désert, à Chinguetti. En Amérique latine aussi, non? En Amérique latine, oui, mais moins fort qu'au Liban. Je pense que vous avez quand même un sens de l'hospitalité de l'autre, comment vous offrez les choses, c'est assez rare. Et puis il y a beaucoup de raffinement dans la cuisine libanaise. Gérard Depardieu, vous êtes illustré par une galerie de personnages barbus, colériques, poétiques, impudiques aussi. Quel caractère vous ressemble le plus? Le tout, je crois. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Tous ces traits que vous fixez sont des traits de personnages. Je pense que le barbu un peu lâche était Rodin, le colérique était aussi Danton. Tous les personnages ont ça, puis on a ça en nous aussi. Hein. Simplement, j'ai la chance de faire un métier où on peut aller à fond dans ses colères, dans ses lâchetés, mais il y a des choses aussi sublimes, comme dans La femme d'à côté de Truffaut, il y a des naïvetés, mais c'est vrai que j'ai fait un nombre d'autres films, beaucoup de films aussi, où je pouvais me mutiler. Par exemple, je me suis coupé le sexe dans La dernière femme de Marco Ferreri. Je suis mort beaucoup, souvent, dans les premières parties de ma carrière. J'étais beaucoup mutilé. Je mourais comme Martin Guerre, décapité, brûlé vif comme un sorcier, décapité dans Danton, les tripes à l'air dans Le choix des armes, l'œil crevé dans Barocco. Enfin, j'ai vu à peu près toutes les morts possibles. Et ensuite, après, il y a eu les personnages de comédie, avec Truffaut. Disons pas de comédie, des histoires d'amour, qui sont aussi des histoires qui sont brûlantes, parce que je pense que parfois l'amour fait mal, mais que seuls ceux qui la vivent sa propre histoire. C'est jamais pareil pour les autres, mais en vérité, c'est toujours la même histoire. Un homme, une femme qui se séparent. Ça fait du mal, ça fait des dégâts. Pourquoi les rôles complexes? Pourquoi les rôles dramatiques? Pourquoi les drames, à votre avis, vous ont valu les nominations au Grand Prix, aux grandes récompenses? Je pense que parce que les gens n'aiment pas trop la comédie, je pense que c'est simple, alors que la Mais comédie... aussi, il y a des rôles très simples aussi, qui n'ont pas besoin de manifester ou de montrer ce grand talent, ou ce talent... Oui, mais moi je trouve quand même, la comédie n'a jamais été... Regardez, quand Lubitsch, par exemple, traite la Shoah, par exemple, à travers To Be or Not To Be, cette troupe d'acteurs qui répètent Hamlet en pleine réquisition des Juifs, quoi. Ou Charlie Chaplin, par exemple, quand il fait un film sur la famine américaine, sur le grand mouvement américain, où il fait Le Kid, par exemple. Tous les grandes comédies sont comme l'exemple est véritablement la tragédie humaine. Voilà. Et après, il faut exorciser ces démons en faisant des comédies. Et c'est pour ça que jamais on donne des prix à des comédies. Peut-être La vie est belle de Roberto Benigni, parce qu'il y avait cette espèce de drame qui était la Shoah, ces camps de concentration, et puis où il y avait un enfant, où il y avait quelqu'un, le père qui essaie de dire que c'est un jeu, que l'homme n'est pas si mauvais que ça. Bon, ça c'est La vie est belle, c'est le principe de Roberto qui est magnifique.
Mais c'est vrai que tous les grands cinéastes ont toujours traité les drames humains, les drames, par la comédie. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas tellement de prix. On donne des prix aux gens qui font beaucoup de drames, qui vivent des drames. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a des choses simples. Ben, des choses simples, si, La femme d'à côté, par exemple, de François Truffaut, a eu beaucoup de prix. Et c'est un film dans lequel et les femmes et les hommes peuvent s'identifier aux personnages, à tous les personnages. Et c'est ça, un grand roman, un grand film, une grande œuvre de peinture, c'est qu'on peut s'identifier, on y trouve des traces de notre histoire. Voilà. En parlant de La femme d'à côté, vous avez partagé l'affiche avec les plus grandes comédiennes françaises, en l'occurrence Fanny Ardant, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve et autres, Nathalie Baye, Carole Bouquet et plein d'autres. À votre avis, quelle est la plus grande? Oh mon Dieu, elles sont toutes grandes parce que c'est un métier extrêmement misogyne. Et je trouve que toutes ces femmes qui ont traversé le feu, si on admet qu'un film est une épreuve terrible, parce que c'est l'épreuve pour la beauté, une femme est toujours obligée d'être belle, parce que le public la refuse. D'ailleurs, il refuse qu'elle vieillisse. Il y a très peu de femmes qui font des carrières comme Catherine après 60 ans. Il faut l'énergie de Catherine Deneuve pour pouvoir surmonter tout ça. Et puis, donc je trouve ce sont toutes des soldats, des femmes extrêmement fortes, viriles, courageuses, sans perdre leur féminité. Et c'est un métier qui peut déstabiliser beaucoup ce qu'on peut appeler la féminité, car les hommes dans ce métier sont beaucoup plus, je dirais, ont des problèmes énormes de séduction qui ne devraient pas se poser normalement dans un métier normal d'un homme. Mais je pense que les acteurs ont plus de problèmes que les actrices, et que les actrices, c'est pour ça, ont des carrières plus éphémères, plus courtes, mais qu'elles sont beaucoup plus courageuses. Vous avez joué avec la grande Barbara dans Lily Passion. Oui. Quel souvenir en gardez-vous? Ah, mais voilà quelqu'un aussi qui était une femme, c'est une vraie femme, et moi je me souviens de nuits entières à répéter, où là j'allais dormir, moi. Là. Et elle était toujours sur son piano en train de répéter une note, et c'était quelqu'un qui avait de la force, le courage. C'est quelqu'un d'unique, c'était ce qu'on pourrait appeler maintenant un poète. C'est quelqu'un qui brûlait sa vie par tous les bouts, mais pour les autres. Et j'ai vu combien de fois j'ai vu des foules. Moi j'ai fait à peu près 40 000 kilomètres avec Barbara sur une tournée qui s'appelait Lily Passion. Le spectacle durait 1h30. Il y avait 1h30 ou 1h40 de gens dans la salle qui ne partaient pas et qui chantaient, rechantaient tout le répertoire. Et de temps en temps, je la poussais, je disais, mais va. Elle me dit, non, non, enfin, c'est des bagarres magnifiques, comme ça, je la poussais, c'était une... Mais c'est quelqu'un qui sont rarissimes, qui ont une espèce d'aura, comme ça, qui véritablement, où il y a des gens qui s'identifient aux chansons. Et Barbara n'est plus même une chanson. Barbara, c'est comme Kalthoum, où vous avez une... Férouz au Liban, qui chante aussi, je pense que c'est du... Le même registre, plus ou moins. Voilà, le même registre, et puis aussi ça devient presque religieux, je dirais. Et donc, c'est comme Kalthoum qui chantait. J'ai rencontré Kalthoum en 68, ici, en France. L'Olympia. À l'Olympia, mais après, avec d'autres gens comme ça, en petit comité. Et c'est vrai qu'il y a une transcendance. Et Barbara avait ça. Voilà. Gérard Depardieu, nous allons nous arrêter avec une pause avec la publicité, et puis par la suite, nous reprendrons cet entretien passionnant avec vous. أصدقاء المشاهدين، معكم برنامج وراء الوجوه، والليلة عم نحاور من باريس النجم الفرنسي جيرار دوبارديو. خليكم معنا منتابع هالحوار بعد الوقفة. Vous avez cherché à poser le pied en Amérique. Pour vous, est-ce une consécration de pouvoir réussir, to make it, entre guillemets, aux États-Unis? On l'a fait, mais les États-Unis sont trop compliqués. Moi, je l'ai fait avec Peter Weir, qui était un Australien, sur une histoire qui appartenait aussi, encore je parle
de New York. New York, c'est les États-Unis, mais c'est quand même une vitrine très, très, très éclectique au niveau des cultures, au niveau de tout. Où les États-Unis, on se rend compte de business, de l'industrie, du marché du cinéma, c'est Hollywood, par exemple, avec Disney. À l'époque, c'était Disney qui produisait Green Card. Et là, j'ai vu, mais j'ai jamais cherché à faire une carrière américaine, car il y a trop de concessions. Comme quoi? Je sais pas, il faut être américain. Moi, j'ai eu le malheur de refuser la Green Card. Et ils ont vu par là un affront. Alors que j'ai dit non, je n'ai pas besoin de Green Card puisque je peux venir travailler. Je suis un acteur libre. En tout cas, j'aime beaucoup votre pays, j'aime beaucoup les choses, avec ses remous. C'était l'Amérique des années 70, qui était une belle Amérique en même temps. Est-ce que cet affront a rapport avec le fait que vous avez perdu l'Oscar et que vous ne l'avez pas remporté? Ah non, mais il y a eu plein de choses après. C'est parce que moi, j'ai eu beaucoup de prix en Amérique et j'ai été nommé aux Oscars. C'est la première fois. Et mon arrogance, qui n'était pas une arrogance, qui était simplement une chose Ils ont essayé de déstabiliser. Mais ça, c'est toute l'Amérique. Ça, c'est le puritanisme américain, où ils ont essayé de dire que un étranger qui vient là et qui refuse l'identité américaine, ils n'aiment pas, enfin, l'identité, de rentrer dans un moule américain, ils n'aiment pas ça. Vous avez dit la première fois quoi? Non, Français... non, j'ai dit non, je n'ai... I don't need a green card because I work here, so I can take a union. Je peux faire partie des syndicats de la Screen Actor Guild. Je fais partie des syndicats, des choses, mais pourquoi une carte verte? Je dis, le passeport fonctionne bien, il n'y a pas, j'aime beaucoup l'Amérique, et là, il y a eu cette espèce de campagne contre moi au moment de l'Oscar, où ça a été véritablement mené contre moi, parce que j'étais l'acteur français qui allait avoir un Oscar. Pourtant, Sylvain Signoret l'avait remporté dans le temps. Oui, mais c'est une femme, c'est différent. Juliette Binoche aussi. Oui, c'est une femme, c'est complètement différent. Moi, c'était un rôle titre dans Cyrano de Bergerac, qui était une œuvre française. Il y avait Van Bülow, l'histoire de Barbet Schroeder et Jeremiah Irons. Et moi, j'avais l'Oscar, puisque un journaliste américain qui était très scandalisé par ça a démontré que c'était un peu truqué. Comme les élections sont truquées, comme tout est truqué en Amérique, derrière ce puritanisme, derrière ces choses. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, je voyais des reportages sur la famille Kennedy, quand on voit que le père a financé toute la campagne de John Kennedy avec l'argent de la mafia et avec l'argent des casinos à Cuba, c'est toujours scandaleux en Amérique. Il y a toujours des choses qui sont invraisemblables. Donc Gérard Depardieu n'a pas conquis Hollywood? J'ai pas conquis, mais j'ai conquis, si, le cœur de certains Américains, mais on m'a mis des choses sur le dos hallucinantes. Il faut vraiment être pur et propre, et aimer la vie et aimer rire. Mais comme je ne suis pas un homme politique, je laisse ça au fantasme des gens. Depuis Cyrano de Bergerac, vous semblez vivre Oui. plus que vous ne tournez. Je tourne beaucoup aussi, mais c'est-à-dire j'ai plusieurs vies. J'ai la vie du restaurant, j'ai la vie de l'ambassadeur de la nourriture. Hier, j'étais en Italie. J'ai téléphoné aussi dimanche, je téléphonais avec Rari Del Chama pour essayer d'avoir des huiles d'olive libanaises, pour essayer de voir aussi les vins. J'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a s'il me plaît, c'est d'essayer comment dire, d'être le go-between entre les cultures, et je pense que la nourriture est quelque chose d'imparable. Quand on a un plat, quand on a une certaine intelligence du goût, de la table, du plaisir, eh bien je pense qu'on ne peut qu'être en avantage sur toutes les idées politiques, par exemple. Dites-moi, est-ce que vous estimez être toujours au firmament du paysage, du panorama cinématographique? Ça m'est égal. Le firmament du paysage, du panorama cinématographique est d'un ennui profond. Je pense ne pas être qu'un acteur. Je pense que ce métier peut parfois me j'ai des qualités pour le faire. C'est une autre corde à l'arc. Mais le firmament qui m'intéresse, c'est celui qui m'a guidé depuis tout jeune, depuis que j'étais jeune. Ce sont les autres. C'est qu'il n'y a pas de barrière culturelle, ni de barrière de langue, ni de barrière de couleur. C'est simplement la force de la conviction, la vie, la culture, l'intelligence de l'autre qui m'amène à espérer.
et à faire en sorte que les gens sont mieux qu'ils ne sont. Voilà. Le colonel Chabert, Les Anges Gardiens, Elisa, Le Garçu, parmi tant d'autres, sont des films qui n'ont pas réussi. Ils ont été hués par le public. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre carrière? Ce sont des films qui ont pas été suivis par le public, mais qui sont suivis avec dans le temps. Le Garçu, par exemple, est un film culte. Bon, Les Anges Gardiens, ça a très bien marché, Les Anges Gardiens. Ça fait 7 millions de spectateurs en France. Je pense que ça a marché un peu partout. Et il y a eu des clones, des remakes. Enfin, disons que les idées ont été prises. Non, moi je pense de toute façon, c'est comme Jean Renoir, vous savez, la règle du jeu, ou Orson Welles, Citizen Kane, ça n'a absolument pas marché du tout. C'est en France qu'a commencé la carrière de Orson Welles. Et d'ailleurs, Orson Welles est venu en France beaucoup, très souvent. Il y avait un public, il y avait une vision du cinéma qui est différente que celle de là-bas. Avant que ça ne devienne une industrie comme Hollywood. Et j'ai rien contre l'industrie, parce que dans cette industrie, elle est faite. Quand on voit le marché principal des films américains, des principaux box-office, sont tous faits par des étrangers. Il n'y a pas beaucoup d'Américains. Hein. Avant, il y avait Coppola, mais qui se révèle, Scorsese a des souches italiennes et veut, véritablement, son talent vient de l'Europe, du cinéma européen. Comment il a étudié le cinéma, ça c'est des grandes pointures. Et maintenant, des films dits entre guillemets à succès sont des films qui sont la plupart du temps faits par des Anglais et non pas des Américains, qui connaissent bien, et y compris les Français, qui connaissent bien les logiciels, les effets spéciaux et les choses. Ou des Chinois, Wen Wang, ou par exemple, les Chinois commencent à devenir très... autant les Américains ont été très très forts dans l'industrie du cinéma, c'est eux qui ont ruiné les Japonais. Ils ont fait la revanche de Hiroshima, ça a été la chute de la maison Sony et de tout, quoi. Les Américains ont démonté tout ça. En revanche, je pense que là, ça va être difficile avec les Chinois. En ce qui concerne, moi, les échecs, que je ne considère pas comme des échecs d'ailleurs, parce que j'ai fait plein de films qui étaient des petits films. Pour moi, un grand film, c'est celui qui éclate les frontières et qui éclate les cultures. C'est un film dans le monde entier pour lequel on peut s'identifier. Comme quoi? Comme La Femme d'à côté, comme Le Dernier Métro, comme Danton, qui sont des films historiques, comme Le Comte de Monte Cristo, qui sont des films dans le monde entier où il y a... Des grands classiques alors. Des grands classiques de la littérature française, mais La Femme d'à côté est une histoire d'amour, c'est aussi un grand classique, une histoire d'amour. Mais il n'empêche que Truffaut avait de la qualité nécessaire requise pour faire en sorte que cette histoire, même si on la regarde 5, 6 fois, on comprend différemment à chaque fois d'autres choses. C'est une histoire intemporelle. Intemporelle, oui. Donc c'est une histoire qui fait partie de toutes les cultures. Vous avez tourné dans des films publicitaires. C'était quoi? J'ai fait quelques films. J'ai fait un film de Godard qui s'appelait Hélas pour moi, et j'ai fait un film sur les pâtes, parce que c'était un ami Balila, l'ami de Carole Bouquet, qui faisait les pâtes, avec des metteurs en scène comme David Lynch, parce que j'avais le choix des metteurs en scène, David Lynch, Ridley Scott, Jean-Paul Rapneau, Jean-Pierre Jeunet, d'autres Italiens et d'autres, enfin plein de metteurs en scène comme ça qui faisaient des publicités merveilleuses à cette époque-là. Vous étiez bien payé, non? C'était très bien payé, je l'ai fait en même temps, puis comme la publicité était une chose qu'il fallait, bon ça c'est très bien, ça, c'est parfait. Que je sois bien payé, c'est tout à fait normal. Que maintenant, en France, ils aient toujours cette espèce de petit regard en disant « mais non, quel pognon il prend » et tout, et penser qu'on ne prend que ça c'est pas normal. Ça fait partie de la mentalité française, mais finalement, ça passe, parce que je paie beaucoup d'impôts. Je paie quand même à peu près de 60% d'impôts. Avant, c'était 61, maintenant on arrive à 56, 57, mais plus les autres impôts, les taxes, bon, j'arrive toujours à me faire enculer de 10 à 20% en plus. Hein. Vous produisez aujourd'hui avec Fanny Ardant, oui, au Théâtre de la Madeleine, dans la pièce La Bête de la Jungle. La Bête dans la jungle de Hein James, oui. La passion du théâtre, est-ce qu'elle l'emporte sur la magie du cinéma? Non, c'est un autre métier. C'est un métier, je dirais, plus calme, plus bourgeois, plus... bon, c'est pas tout à fait mon métier. Hein. J'en ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Là, je l'ai fait parce que d'abord, c'était un très beau texte de Duras, une belle ambiguïté de Henry James, et puis que les gens ont envie de... Ils confondent un peu. Les gens, ils viennent nous voir au cinéma pour penser au théâtre,
en disant que, ah oui, enfin, sauf peut-être, je dirais quand même une majeure partie qui connaissent Henry James. Mais la plupart du temps, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils viennent au théâtre et ils viennent regarder Fanny Ardant et Depardieu parce qu'ils ont rêvé dans La femme d'à côté. Et il y a des gens qui voient dans ce film, dans cette pièce, pardon, la même chose que dans le film. Moi, entre autres. Ah, voilà, bon, ça c'est normal, mais on ne peut pas changer ce que disait au metteur en scène de théâtre, Jacques Lassalle, qui disait il ne faut pas aller dans les faits. Moi j'ai dit je n'y peux rien, je ne peux pas me forcer à dire aux gens je ne suis pas celui de la femme de... Non, on ne va pas passer son temps à ça. J'ai dit bon, ben, il y a une proposition qui est Henry James, avec un homme qui est un tout petit peu ambigu, et qui aime cette femme, mais qui ne sait pas comment lui délivrer cet amour, comment lui dire. Il comprend qu'il a aimé, que c'est la seule personne qui l'a aimé quand elle meurt. Voilà. Ma foi, ça c'est toute la littérature de James, traduite par James Lord, qui est un Anglais, qui essaie, retraduit par Marguerite Duras. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent, mais cela dit, pourquoi les empêcher de confondre? J'ai pas envie, moi. Ils viennent au théâtre, ils sont là, ils sont contents, ils sont heureux. Puis la pièce fait son travail. Toujours, toujours, les choses... Il ne faut jamais imposer une direction à une audience ou à un public. C'est à eux de prendre ce qu'ils veulent. Voilà. Si on impose, bien, on peut être rejeté. Puis moi, je ne suis pas forcément une star. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie. Je suis plus heureux dans une communion que dans une fusion. Hein. J'aime beaucoup ce principe de partager, de... Voilà. C'est beau, c'est comme Férouz, par exemple, quand elle chante, eh bien, il y a des gens qui ont des émotions, il y en a d'autres qui ressentent d'autres émotions, mais il y en a pour tout le monde. C'est ce que j'appelle une communion. Voilà. Gérard Depardieu, il pose avec la publicité, et puis par la suite, nous allons reprendre cet entretien passionnant avec vous. Restez avec nous. Remove your shirt. Who saved your life that day? Jean Valjean. And where is Jean Valjean? Right before me. Speak up, cop spy! We don't hear you! Where is Jean Valjean? You are Jean Valjean! You are Jean Valjean! I don't want to disturb these proceedings any further. I shall leave, as I am not placed under arrest. I have several things to tend to. You know who I am, and you know where to find me. Gérard Depardieu, il a une série de citations que j'ai relevées, une série qui a suscité mon intérêt et que je souhaite consulter avec vous, et j'aimerais bien qu'on les discute ensemble. Pour commencer, vous avez dit un jour, le talent, c'est beaucoup ce que les autres font de toi. Êtes-vous la résultante de l'amour que portent pour vous ou envers vous ceux qui vous vénèrent, ou bien ceux qui vous adulent, ou bien vous êtes le produit de votre propre moyen? Non, je pense que le talent, ça vient avec les autres. Il y a une énergie. J'ai suffisamment d'énergie pour essayer de capter pourquoi les autres m'aiment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent que la plupart des gens ne peuvent pas dire ce que je dis. Et ça passe, c'est-à-dire que je le perçois. Et puis que, ma foi, il y a suffisamment d'innocence chez moi pour pouvoir le projeter comme ça. Et je pense que c'est ce que les gens aiment, c'est que je suis peut-être leur fidèle traducteur de ce qu'ils ne peuvent pas nommer. C'est un peu comme quand j'étais enfant, quand j'ai perdu les mots, la parole. Je l'ai retrouvé grâce aux mots des autres, avec des auteurs. Et donc c'est ça, je suis peut-être celui
qui dit ce que les autres pensent. Voilà. Vous avez également dit l'avion, c'est pareil que le cinéma. Il n'y a que des erreurs humaines. Un mauvais film, c'est une erreur humaine. Est-ce que l'erreur a un âge? En d'autres termes, avec l'âge et la maturité, est-ce qu'on a droit à l'erreur? Je pense qu'avec l'âge, on essaie de les éviter, que les erreurs sont... Enfin, que les choses qui arrivent, c'est vrai que c'est un peu de panique, et la panique appartient aussi un peu à la jeunesse, à la fougue. Je pense qu'avec l'âge, on peut disons, c'est comme un pilote qui a 14 000, 15, 20 000 heures de vol, il est moins stressé quand il y a quand il y a le feu sur son moteur. Bon, ben, il sait ce qu'il y a à faire, simplement il panique moins, quoi, voilà. Je pense que l'âge nous donne une sorte de raison dans laquelle on arrive sans trop de panique, sans trop à essayer de calmer un peu les choses. Bon, pour l'avion, il y a aussi la machine. Bon, c'est vrai que l'homme, l'erreur humaine, serait justement que quand on a un moteur en feu, dans la panique, de couper celui qui marche. Et là, l'avion pique. C'est souvent ce qui arrive. Et si on ne panique pas, si on a suffisamment d'expérience et d'âge, donc, de sagesse, eh bien, on peut arriver, même si c'est une erreur qu'on nous donne. Moi, j'ai supporté beaucoup de choses comme ça qui étaient dues à, peut-être aussi à moi-même. Mais je m'en suis excusé, j'ai essayé de reconnaître ces choses-là. Et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas imposer aux gens une certaine liberté, ou que la liberté que j'ai n'a pas droit sur tout. Voilà. Donc, je pense que c'est un mélange, savant mélange avec un âge qui avance et une force tranquille, quoi. Voilà. Vous avez également dit un bon acteur, c'est celui qui a beaucoup vécu. La vie d'un acteur, comment vous la comptabilisez? Est-ce que c'est le nombre d'années sur les chapeaux de roue, ou bien c'est le nombre d'années dans la mémoire collective, dans la mémoire des gens, du public? C'est un mélange de tout. C'est surtout aussi, je disais que l'acteur, c'est d'abord du vécu. C'est sûr que dans le vécu, on ne peut pas, comment dire, traduire, dire le vécu. Et en plus, le vécu ne serait pas tellement beau à dire. C'est comme on voit, par exemple, des gens qui se montrent, où il y a des espèces de... Quand on voit, par exemple, dans les télévisions, les choses, ou quand on voit, par exemple, ces émissions People, comme les Star Academy, ou des gens comme ça qui se mettent au feu. Télé-réalité. Télé-réalité, ça, c'est complètement détestable, parce que ça abaisse la vision du spectateur. Et puis, il y a des jeunes qui s'identifient à ça, et ils n'ont plus de distance avec eux-mêmes. Donc, ils sont dans une espèce de chose, ils s'identifient tout de suite à des espèces de télé-réalité où il n'y a pas de vécu, où le vécu passe directement à l'écran. Ça brûle. Il y avait un film très beau de Peter Weir qui s'appelait Truman Show, qui était aussi cet homme qui avait donné sa vie à la télévision. Et ça, c'est terrifiant, quoi. C'est-à-dire, non, je pense que c'est vrai que de prendre des cours pour un acteur ou une actrice, c'est pas... Si vous avez 10, 14 ans, 15 ans, vous n'avez pas de vécu. Donc, toutes ces choses qui sont écrites ont été écrites par des auteurs qui ont un vécu, ou même ceux qui écrivent, qui sont très prolixes, qui peuvent écrire à 17 ans ou 20 ans, comme Rimbaud. C'est le background, le bagage de Rimbaud, c'est comme Mozart. C'est-à-dire qu'à 18 ans, il vous fait une espèce de pièce musicale qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que ça, on a affaire à des génies. C'est un vécu différent. Mais je dirais que dans la majeure partie des cas, il vaut mieux avoir un vécu pour essayer de... comment dire? Le vécu, ce n'est pas mettre comme ça, livrer, sans rien, sans recul, sans rien, sa vie, son émotion. Ça, c'est ce qu'on voit quand on voit les informations à la télévision, des bombes qui tombent, la misère des gens, le cri des désespérés, des femmes qui voient leur enfant mourir. Ça c'est la télévision, c'est le voyeurisme de... Voilà, on ne sait même plus ce qu'on voit, d'ailleurs, on ne regarde plus. On mange ces choses, il y a des gens qui meurent à 6000 km de là, et nous, on continue de manger. Donc ça, c'est l'information de la télévision. Mais pour un acteur, le vécu d'une tragédie, il y a autre chose. Encore faut-il être réceptif à ça, c'est-à-dire trouver un public à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que les télévisions vont de plus en plus vers une sorte d'industrie
où on essaye de voler comme ça, ou de voler le temps des gens pour vendre. C'est la publicité qui fait la télévision, c'est l'argent. Bon. Donc c'est vrai qu'un acteur a besoin de vécu. Vous avez dit un jour, ce n'est pas le projet qui m'intéresse, c'est la vie. Mais la vie sans projet, à quoi ressemblerait-elle? Mais il y a toujours un projet, des moments qu'il y a de la vie. Je pense que ça c'est encore une fois les histoires de cinéma. Il y a de cinéma, bon, il y a des gens qui pensent, qui croient qu'on va faire qui croient que c'est parce qu'on a des truffes blanches magnifiques qu'on va réussir un plat. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir le produit le plus magique, mais si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas un tout petit peu artiste, vous ne pouvez pas réussir votre plat. Pour moi, c'est ça, quoi. On peut avoir les meilleurs produits du monde et être bon. Si on n'a pas de goût, eh bien, on reste avec les meilleurs produits, mais sans goût. La dernière citation, vous avez dit un cœur de champion, c'est aussi beau qu'un cerveau de savant. Considérez-vous champion ou savant? Bon, je pense que les deux, c'est déjà pas mal. Hein. Gérard Depardieu, encore une fois, une pause avec la publicité, et puis par la suite, nous allons clôturer cet entretien avec vous. La toute dernière séquence de l'émission Horaires au jour avec Gérard Depardieu. Vous vivez 200 à l'heure, sans répit, sans repos, sans arrêt. Et à force de courir, à force de parcourir le monde, vous semblez vous chercher. Qui êtes-vous? Mais ça ne m'intéresse pas de savoir tellement qui je suis. Ce qui est... parce que je pense savoir à peu près, puisque je connais mes limites, puisque j'ai eu 5 pontages, j'ai eu 14 accidents de moto, 15 même, puis plein de choses qui étaient de ma faute aussi, puis de la faute des autres. Mais enfin bref, on se fout de qui est qui. Quand on est un accident, quand on est allongé sur le bitume, ça avec une jambe qui part dans tous les sens, mais quand on n'a pas perdu la conscience, c'est encore plus difficile. Quand on perd conscience, ma foi, hop, on ne sait pas, on oublie, c'est merveilleux, c'est un passage, quoi. Qui je suis, je ne sais pas. Et puis, je pense que je suis simplement amoureux de la vie et amoureux de ceux qui habitent la vie. Je suis amoureux des habitants de la vie, c'est-à-dire que mon regard se tourne et mon cœur se réchauffe, et quand, dans la mesure où on voit des gens avec lesquels on a envie de partager, de donner, de communiquer. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que les temps changent. Il est certain que je communique mieux davantage, car je suis un peu plus sage. Et donc, je trouve beaucoup plus de gens avec lesquels je peux communiquer. Avant, j'étais un peu sauvage. Et malheureusement, mon esprit sauvage me rendait me laissait parfois très seul, quoi, isolé. Et maintenant, j'ai compris que l'écoute, le respect des autres, la différence que je pouvais observer chez ces autres, les cultures différentes m'ont appris à une certaine tolérance et à regarder l'autre avec un autre intérêt. Vous écoutez parler, on a tendance à croire que vous êtes un homme sage, serein, vous êtes en harmonie avec votre société, avec votre succès, avec vous-même. Mais quand on vous lit, on se rend compte qu'il y a quelque part quelque chose qui manque. Vous avez toujours dit « j'aime les gens à pouvoir ». Non, je suis fasciné par des gens qui ont le pouvoir, mais je ne sais pas, parce que je trouve ça un peu enfantin. C'est un peu... Je trouve que la politique, c'est être un peu comme le premier de la classe. C'est d'essayer de bien comprendre, de faire comme si on avait tout compris, et d'être habile à rendre, à restituer le problème mathématique, mais qu'il n'y a rien qui ne connaissent pas la vie. Ils connaissent la vie par justement leur goût du pouvoir. C'est-à-dire que les politiques parlent toujours de vous. Hein, je pense qu'un homme politique veut votre bien. Mais en raison de quoi? Pas forcément. Voilà, pas forcément. Donc après, derrière ça, il
il y a de la véritable politique. C'est-à-dire que si je pense que je suis l'homme capable de débrouiller cette situation pour eux. Donc le côté enfant qui vit en vous, est-ce qu'il est latent ou bien il est en ébullition constante et permanente? Oui, constante, permanente. Mais moi, je n'aime pas, puisque l'école m'a trahi, puisqu'on m'a jeté de l'école, puisque je n'ai pas pu, vu que j'appartenais, vous savez, dans les années 50, les sociétés étaient très regardantes. Seuls ceux qui avaient, disons, pignon sur rue pouvaient aller à l'école. C'est pour ça que maintenant, par exemple, moi je pense que quand je vois, par exemple, des jeunes des cités qui disent on va faire enculer, t'emmerde-toi, je leur dis, mais mes enfants, vous avez une chance inouïe. Je dis, même toi, si t'es noir, même toi, si t'es arabe, rebeu, d'ailleurs, tu ne sais plus ce que t'es. Puisque tu es en dehors de ton pays, tu es dans un pays qui t'accueille, là, qui est là comme la France, avec ses qualités, ses défauts, mais en même temps, tu le rejettes, et parce que tu ne pourrais pas être capable de revivre là d'où tu viens. Ce que tes parents ont souffert, ont vécu, pourquoi ils sont là, maintenant, tu vas essayer de casser les choses qu'on t'apprend. La culture, bon. Et je lui dis, mais si tu savais, moi, quand j'étais à l'école, moi j'étais français, et j'ai été jeté de l'école parce que je n'avais pas les moyens. Mes parents étaient très pauvres. Alors que j'aurais voulu étudier. J'ai étudié tout seul. Et je dis, tu as une chance terrible, je vois tout ça aux jeunes des cités, je dis, vous avez une chance terrible. Vous avez, en plus, dans les cités, vous avez des cités où il y a, pour ne pas vous déranger, vous avez les Asiatiques d'un côté, les musulmans d'un autre côté, les Noirs d'un autre côté, même s'ils sont musulmans, il y a des musulmans qui sont différents, vous avez chacun a ses choses, et puis là-dessus, vous savez pas où vous êtes, et vous brûlez, un autre langage, une chose, mais c'est pas, il ne faut pas s'arrêter à cette chose-là. Je dis, voici, j'avais fait comme vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais engagé dans l'armée, j'aurais été légionnaire, j'aurais été faire des guerres inutiles. Gérard Depardieu, vous cultivez des vignes, vous vous ressourcez dans le Val-de-Loire, un vrai Français qui cultive son image de gentleman vigneron. Je ne vais pas vous demander quelles ont été les récoltes de vos semences, mais ce que je souhaite savoir, c'est dans votre vie de famille, est-ce que vos semences ont été positives? Ah ben dans la vie de famille, c'est très, très difficile, parce que moi j'étais marié très jeune, j'ai fait des enfants très tôt, peut-être trop tôt, on ne sait pas si on est père à 20 ans, surtout moi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce qui est fait, j'ai des enfants merveilleux. Guillaume, même si Guillaume est difficile, c'est un vrai poète. Julie, qui est une fille exceptionnelle, philosophe magnifique. Et une autre fille d'un autre mariage, enfin pas mariage, une autre union, Roxane, qui est magnifique, qui est aussi, que j'adore. Quel âge elle a? Elle a 12 ans et demi, mais elle fait 1m75. C'est une carteronne. Sa mère était sénégalaise et française, et blanche et noire. Bon, donc, c'est-à-dire l'avenir du monde, parce que je pense que dans 500 ans, il y aura beaucoup de métissage, beaucoup de cultures, beaucoup de choses qui seront mélangées, et je pense qu'on sera un peu moins coincé là-dessus, un peu moins idiot, je trouve, parce que le fanatisme rend les gens ignorants, et ça c'est terrible. Et puis je pense que dans 500 ans, il y aura autre chose. Mais il y aura toujours aussi la folie des hommes, la destructrice et tout ça. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers une paix béate, avec la béatitude, non. Je pense qu'il faut toujours un peu de colère, un peu de remue-ménage, et ça, c'est pas mal. Non, je peux dire le bilan, c'est rien, c'est de continuer. Bon, ma foi, c'est de tenir debout, essayer d'avoir d'être toujours aussi curieux, aussi un appétit de vivre, une soif de connaître, d'apprendre, et puis de regarder l'autre sans juger forcément mal sur l'autre, en essayant de comprendre les événements, les faits. L'argent ne fait pas de vous un homme plus riche que les autres, il fait de vous un homme plus préoccupé. Je n'ai pas ce souci-là, car je donne beaucoup. Je donne, et je pense que ma vraie richesse, c'est dans la respiration de la vie, et c'est surtout dans l'aventure que je rencontre tous les jours avec les gens nouveaux. Car ça, c'est très riche, parce que je n'ai pas d'a priori, ni de jugement. Vous vous dites croyant, et vous estimez que la rencontre avec le bon Dieu, ou se ressourcer pour pouvoir dialoguer avec le bon Dieu, est une nécessité. Est-ce que le bon Dieu, vous l'avez retrouvé? Oui, mais j'ai été musulman
par exemple, 2 ans, de 15 à 17 ans, j'ai été un chrétien qui englobe tout. Saint Augustin, par exemple, qui était le premier chrétien oriental par les Romains, enfin, c'est-à-dire que... mais qui n'était pas forcément catholique, c'est sa mère qui était une intégriste, et là il s'est converti au catholicisme alors qu'il avait 35 ans. Mais j'aime énormément toute forme de religion, y compris la religion artistique, qui est pour moi une religion qui est même si elle est parfois difficile à comprendre, à admettre, mais je pense que dans un équilibre, je pense que dans Miro, je pense que dans René Char, quand il dit « le monde de l'art n'est pas le monde du pardon », je pense que c'est une phrase magnifique qui pourrait appartenir à une religion ou une chose. Ça, c'est le privilège des artistes que de faire en sorte de trouver un équilibre entre la vie et puis les philosophies de la vie. Je pense que les vraies religions, ça vient des philosophes qui ensuite, après, ont mis des dieux un peu là où ils en voulaient, quoi. La vie après la mort, vous y songez? Ben non, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais tout simplement que la mort ne me dérange pas. Mais la vie me convient, la douleur est difficile. Je pense la douleur physique, quelqu'un de paralysé ou quelqu'un qui est dans un hôpital, dès qu'il lui reste un peu de conscience, s'il est d'accord avec cette... Oui, c'est parce que c'est une préparation de... S'il est d'accord avec cette conscience, ça va, mais moi je n'aimerais pas être dans un lit. Je pense que j'aimerais bien décider, enfin, avec les moyens que nous avons maintenant, une douce mort. L'euthanasie, je suis pour, par exemple. Mais c'est vrai que là, être un poids pour les autres, est terrible, quoi, voilà. Des valseuses en 73 avec Miu et Patrick Dauer, à la Bête de la jungle. Oui. Une grosse fortune, beaucoup de succès, une grande popularité, une grande reconnaissance internationale. Qu'est-il devenu Gérard Xavier Marcel Depardieu? Toujours le même, je crois que plus ça va, plus je reviens. Parce qu'en vérité, peut-être la popularité me ramène à celui qui était Gérard Xavier Marcel Depardieu. Et plus je vais dans le temps, plus je me rends compte que j'étais riche bien avant l'heure, parce que j'avais cette curiosité ineffable de la vie, que j'avais cette envie de regarder la vie des autres et d'essayer de m'identifier à eux, même si elle était un peu petite parfois et souvent un peu ridicule. Mais c'est ça, je veux dire, de rentrer dans un costume trop étroit, je connais la taille, je sais comment il faut bouger, voilà. Justement, que reste-t-il des rêves du jeune plagiste à Cannes, qui regardait les clients, qui était curieux et qui était avide de le découvrir et qui rêvait? Eh bien, justement, je continue ça. Je suis toujours le plagiste. Je fais d'autres matelas pour un autre soleil. Parfait, excellente réponse. Moi, je vous remercie. Ça m'a fait un grand plaisir de vous avoir interrogé et d'avoir fait cet entretien avec vous. Alors, je vous demandais de clôturer l'émission à votre façon. Vous adressez maintenant à tout un public libanais et arabe. Je pense que vous êtes rendu au Liban une fois. Oui. Vous avez connu le président de la Président, République. Madame la Présidente aussi. Oui. Alors, allez-y. Alors, je trouve que vous avez, derrière vos souffrances et vos douleurs, vous avez su faire en sorte, vous avez su même pas réparer, vous avez su retrouver la vie. Et ça, c'est votre force, c'est que être libanais est devenu une profession, et je suis fier, car je voudrais vous ressembler, car vous avez un art d'aimer que j'aime. Et ça, c'est bravo, et en tout cas, c'est une belle leçon de résistance et de courage. Pas trop de politique et beaucoup de vie, continuez à recevoir comme vous recevez. Et c'est vraiment un bel acte d'amour. Et à cuisiner comme vous le faites aussi. Et à cuisiner comme vous le faites. Puis surtout à être belle comme vous l'êtes, mesdames. Mille merci. تصبحوا على خير.
musst du jetzt durch. Also, Gehört? was? Dein Rücken tut weh. Und der hat Kannst du geknackt. oben zu und selber einrenken. Einrenken. Ey. Hä? Wenn das jetzt nicht hilft. Dreh ich durch. So. Und das heißt immer eben drauf machen. Und wenn ich das jetzt alles umstecken darf wegen dir, weil du bis auf den letzten Drücker drauf geschmiert hast. Ich habe das jetzt geklebt. Das ist fest. Ja, Und deswegen habe ich das jetzt auch hochgeschoben, damit wir die schauen wir anderen. mal. Wenn ich das jetzt mit dem... Ja, dann musst du alles neu stecken, so wie ich. Aber Hauptsache, wir müssen jetzt nicht mehr hier solche Aktionen mit diesem blöden Brett machen. Also, Lass es, mach es neu, weil besser ist das. mach mich fix und fertig. Komm, ich kleb dir das auch neu. Ich meine, ich kleb dir das fest. Boah, irgendwie läuft dieser bepisste Kaffee nicht durch. Tröpfchenweise. Wozu brauchen wir eigentlich so viel Petersilie? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt hier noch was. Scheiße. Morgen Mittag wahrscheinlich, ne? Haben wir nicht 5 von diesen Dingern gehabt? Oder haben wir nur 4? Hallo? Hm? Ja, noch mehr. Da hast du einen. Ja, die Was hast brauchen du denn jetzt? Ja, das ist leider alles Das verschoben. geklebt kannst du doch auch nochmal abmachen, das ist doch kein Problem. Ja, stimmt. Das klebt man nicht fest. Ja, ich habe ja noch nicht so viel. Mach mich nicht Hast du das wahnsinnig. getrunken? Nee, überhaupt nicht. Jedenfalls zum Morgen. Also 8,5 Stunden haben wir noch. Wofür? Für das Ja, Ding zu hier? lösen. Ach so. Ja, ach, das schaffen wir locker. Kein Problem. Aha. Ey, das passte doch heute schon mal. Irgendwie komplett. Guck nicht blöd, helf mir lieber. Oder hilf mir lieber. Wobei, Warte mal, so. So. Boah, es riecht schon, als hätten wir schon morgen früh. So, quasi so riecht Kaffee morgens zum Frühstück. schade, dass wir keinen Toaster haben. Also Weißbrot, also Toastbrot. Boah, das Kabel hier drunter ist die nervt mich. So und so. Ach, wäre schön, wenn wir frische Brötchen bekommen würden. Ne? Hör bloß auf, wir müssen ja selber backen. War ja auch die. So, kleb's jetzt fest. Mach. Ich halte das so fest und du klebst es jetzt fest. Mit diesem Scheißband.
wären schon fast fertig gewesen, ne? Gerade mal so. Ja, den Klebestreifen hätten wir auch zur Hälfte. Hm. Ne? Ja gut, können wir ja noch machen. Ist ja kein Problem. Nie mehr Klebestreifen haben wir. Ups. Dann kannst du dann nochmal Viertel. Nochmal, Probieren. meine ich ja. Aber es ist Viertel. Ja, den machst du ja auch Das noch. sind jetzt Viertel, ja. Siehst du? Was ist da draußen für total bescheuert halten? Du hast so eine Kappe, du musst nur da halten. Das ist mir völlig gleich. Hauptsache ich kriege diese Aufgabe hin hier. Boah, das wäre klasse, wenn man sich jetzt eine rausholen könnte. Ich glaube, das ist das, Konzentrieren so. was uns am meisten bisher Das ist stört. auch geduldiger. Du kommst leicht in Rage. Kann man das jetzt so bewegen, so großartig wie hier? Dass man das jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen